Ma sœur m'a écrit. J'ai vendu la maison de plage familiale pour 2 millions de dollars. Merci d'être à l'étranger. Quand le nouveau propriétaire est venu pour la rénover, il a trouvé mon nom sur chaque document. Le shérif appelait ma sœur. Madame, vous êtes arrêtée pour fraude. Le vrai propriétaire vient d'atterrir. Ce message WhatsApp m'est arrivé pendant que j'étais assise dans un camp de réfugiés, près de Nairobi, en train d'aider à distribuer du matériel médical. Après 3 mois avec une connexion Internet limitée, j'ai enfin eu assez de réseau pour télécharger mes messages. Salut Elena. Bonne nouvelle. J'ai vendu la maison de plage familiale pour 2 millions de dollars. Merci d'être à l'étranger, ça a rendu les choses super faciles. J'ai déjà déplacé les affaires de maman dans un box. Profite bien de l'Afrique. Derek. J'ai senti que la chaleur du soleil kényan devenait soudain froide sur ma peau. Notre maison de plage. Celle que ma grand-mère m'avait laissée personnellement. Vendue. Mes mains tremblaient pendant que je lisais les anciens messages que j'avais manqués. Je suis en train de nettoyer la maison de plage. Tellement de souvenirs. J'ai trouvé un acheteur. Ils adorent les détails vintage. On signe la vente la semaine prochaine. Les affaires de maman seront en sécurité. Le message le plus récent était une photo de Derek, levant une coupe de champagne sur un yacht flambant neuf. La légende disait « Vivre le rêve ». J'ai essayé de l'appeler. Aucune réponse. J'ai essayé l'avocat de la famille. Déconnecté. J'ai même appelé la ligne fixe de la maison de plage. Le numéro avait été attribué à quelqu'un d'autre. Dr Morgan. Une infirmière m'a touché l'épaule. Est-ce que tout va bien? C'est une affaire de famille, ai-je murmuré. Avec un nœud à l'estomac. Je dois rentrer chez moi. Mais je reviendrai pour le programme de vaccination, ai-je promis, en ouvrant immédiatement une application de recherche de vol. Ça ne pouvait pas attendre. 42 heures plus tard, j'ai atterri. J'étais épuisée, pas lavée, furieuse. Pendant les escales, j'ai essayé de contacter Derek des dizaines de fois. Son téléphone allait directement sur la messagerie. Ses réseaux sociaux montraient des fêtes à Cabo. J'ai pris une voiture de location. Et je suis allé directement à la maison de plage à Malibu. La maison de ma grand-mère. Ma maison. Le seul endroit qui avait toujours été mon vrai foyer. Une équipe de construction était en train d'enlever la terrasse. « Excusez-moi », ai-je dit en me garant n'importe comment. « Que se passe-t-il ici ?» Un homme avec un casque est venu vers moi. « Madame, ce chantier est fermé. Les nouveaux propriétaires ont demandé des rénovations. »« Je suis la propriétaire », ai-je répondu fermement. « C'est ma maison. » Le chef de chantier a froncé les sourcils. La famille Washington a acheté cette propriété il y a 6 semaines. C'est eux qui nous ont engagés. Je peux leur parler. Ils sont à Milan, mais je peux appeler leur chef de projet. 20 minutes plus tard, une femme d'environ 50 ans est arrivée dans une Tesla. Elle avait l'air inquiète. Je suis Patricia Washington. Il semble y avoir une confusion. Ma sœur vous a vendu cette maison, ai-je dit en essayant de garder mon calme. Mais elle n'en était pas la propriétaire. Moi, oui. Le visage de Patricia est devenu pâle. C'est impossible. Nous avons payé 2 millions. Nous avons tous les papiers. Des papiers signés par Derek Morgan, ai-je demandé. Non, par Elena Morgan. Elle a admis. Elle a dit qu'elle avait hérité de sa grand-mère. Puis-je voir les papiers, ai-je insisté. Pendant qu'on attendait son avocat, j'ai ouvert sur mon téléphone le testament de ma grand-mère. L'acte de propriété. Les dossiers fiscaux. Tout était sauvegardé dans le cloud. La maison est à mon nom depuis 6 ans, ai-je expliqué. Ma grand-mère me l'a laissée à moi. Pas à la famille. À moi. L'avocat est arrivé. C'était un homme très soigné qui s'appelait Harrison. Son malaise a grandi au fur et à mesure qu'il lisait mes documents. « Madame Washington », dit-il finalement. « J'ai bien peur que mademoiselle Morgan ait raison. L'acte de propriété a toujours été à son nom. Les signatures que vous avez sont des faux. » Patricia s'est effondrée sur une chaise. « On s'est fait arnaquer. »« Nous devons prévenir les autorités immédiatement », ajouta Harrison. 2 heures plus tard, j'étais au commissariat de Malibu, en train de faire ma déclaration. La détective Rivera prenait des notes en secouant la tête. Votre sœur a profité du fait que vous étiez à l'étranger. Avec très peu de communication, a-t-elle résumé.
Elle a falsifié votre signature, créé de faux documents, et vendu une propriété qui ne lui appartenait pas. Elle savait que j'étais au Kenya avec Médecins sans frontières, ai-je dit. J'y vais chaque année pendant 3 mois. Je planifie tout. Nous allons lancer un mandat d'arrêt, a assuré Rivera. Savez-vous où elle pourrait être? Je lui ai montré l'Instagram de Derek. À Cabo San Lucas, en train de dilapider l'argent des Washington. Pas pour longtemps, a-t-elle promis. Les Washington, même s'ils étaient choqués, ont été très compréhensifs. Ils m'ont invité à un café le lendemain. On aurait dû faire plus attention, a reconnu Robert. Derek était tellement convaincant. Il connaissait tous les détails de la maison. Et l'histoire de votre famille. C'est normal, ai-je soupiré. C'est ma sœur. Elle ne venait que pour les fêtes à la plage. Moi, je venais passer du temps avec ma grand-mère. Patricia s'est penchée un peu en avant. Pourquoi ta grand-mère te l'a laissée à toi seule? Parce que j'étais la seule à vraiment lui rendre visite. Ai-je répondu, triste. J'ai grandi dans cette maison. Parmi les planches en bois qui sentaient le sel. Parmi les photos de notre enfance encadrées sur les murs. Ma grand-mère Rosa nous réveillait. Avec du pain sucré. Et la promesse de journées entières à chercher des coquillages. Je l'écoutais raconter comment elle avait acheté ce terrain. Quand Malibu n'était encore qu'un groupe de cabanes de pêcheurs. Comment elle avait défendu la maison. Face à des promoteurs cupides. Qui voulaient construire des immeubles. Chaque recoin de la maison avait une histoire. Les marques au crayon sur le mur où elle mesurait notre taille. La tache sur la cheminée faite par une pinata de Noël. Qui avait pris feu par accident. Le vieux canapé où Derek et moi faisions semblant d'être des pirates. Pendant que la tempête frappait aux fenêtres. Mais avec les années, notre complicité d'enfant s'est brisée. Derek s'est mis à aimer tout ce qui brillait. Tout ce qui allait vite. Déjà au lycée, il vendait les réponses aux examens. Moi, je passais mes après-midi à trier des échantillons dans le labo de sciences. Parce que je rêvais de devenir médecin. Rosa voyait la différence entre nous deux. Elle me disait, la vie te fait des cadeaux. Mais le plus précieux, c'est ta réputation. Pour Derek, c'était juste un vieux sermon dépassé. Pour moi, c'était comme une prophétie. Un jour d'août, j'ai assisté à la rupture définitive entre nous. On avait organisé une vente de limonade. Pour acheter des planches de surf d'occasion. Moi, je pressais les citrons. Derek s'occupait de la caisse. À la fin de la journée, il manquait 20 $. Derek a juré qu'il les avait perdus. Mais plus tard, j'ai trouvé des billets froissés dans sa poche. Je ne l'ai pas dénoncé. Mais à ce moment-là, la distance était déjà installée. Comme le sel qui ronge lentement une charnière. Jusqu'à ce qu'elle se bloque complètement. D'autres victimes sont ensuite apparues. Des personnes comme des fantômes. Qu'on n'avait jamais remarquées. Mais qui avaient toujours été là. Jean Morrison, par exemple, était un programmeur timide. Qui avait investi les économies de 15 ans de sa vie. Dans l'application révolutionnaire de Derek. Il a tout perdu en 7 mois. Sa femme l'a quitté. Il vivait maintenant dans un petit studio. Écrivant des manuels techniques pour survivre. Quand la procureure Sarah Chen lui a montré les faux bilans. Jean s'est mis à pleurer si fort. Que l'enregistreur de la cour tremblait. Il y avait aussi Madame Lopez. Une veuve de 79 ans. Que Derek allait voir tous les mardis pour lui lire son courrier. Parce qu'elle avait de gros problèmes de vue. En réalité, Derek choisissait soigneusement les lettres de la banque. Recopiait les données. Ouvrait un compte en ligne. Et détournait presque 1000 $. Madame Lopez est venue témoigner avec une canne tremblante. Et une robe qu'on lui avait prêtée. Mais sa dignité semblait faite de marbre. Elle a dit. Je ne veux pas de vengeance. Je veux prévenir. Pour qu'aucun autre cœur confiant ne soit volé. Un détective spécialisé dans les fraudes financières a montré un grand panneau, comme une carte géante avec des fils rouges. Chaque fil reliait des noms, des dates, des numéros de compte. C'était une carte de la douleur causée par Derek. Des dizaines de points marqués par des épingles. Partout en Californie, au Nevada et en Arizona. Le procès ressemblait à une tragédie grecque. Sous des lumières fluorescentes. La procureure a appelé 100 témoins. En 10 jours. Chaque matin, je m'asseyais derrière Sarah Chen. Et j'observais comment l'ambiance de la salle changeait. Le jour où ils ont montré les virements bancaires. Derek jouait avec une mèche de cheveux. Comme s'il s'ennuyait.
le jour où ils ont diffusé un enregistrement, dans lequel il traitait les Washington d'imbéciles. Son genou tremblait comme un métronome cassé. Les journées étaient longues, dures, épuisantes. Je me souviens du témoignage de l'expert en écriture. Il a montré sur un écran géant ma signature en bleu et la signature falsifiée de Derek en noir. Il a agrandi les lignes, l'inclinaison des lettres, l'angle exact du « E », la pression sur le « M ». Il s'est entraîné des centaines de fois, a-t-il dit. Un frisson a parcouru la salle. Derek, lui, n'a même pas cligné des yeux. Il y a eu des moments presque ridicules. L'avocat de la défense a essayé de montrer un vieil album photo comme preuve d'affection entre nous. Sur la photo principale, on était enlacés. Moi avec mes dents de lait de travers. Lui avec des couettes. La procureure a dit que ce n'était pas pertinent. Et la juge Valdez a approuvé sans hésiter. L'affection ne donne pas le droit de frauder. L'avant-dernier jour du procès a duré jusqu'après minuit. Dehors, les journalistes grelottaient. Et les caméras embuées continuaient de filmer. Quand je suis sorti du tribunal, une jeune journaliste m'a tendu un café. J'ai été surprise par cette solidarité venue d'une inconnue. J'ai refusé poliment. Mais j'ai gardé la tasse. Comme un souvenir. Un rappel que la compassion peut venir des endroits les plus inattendus. Ma mère a mis des semaines à accepter la vérité. Elle m'envoyait des emails remplis de supplications. C'est ta petite sœur. La famille, ça se pardonne. L'argent, ça se récupère. Je répondais toujours la même chose. Le pardon n'efface pas la responsabilité. Mon frère, qui ne rendait visite à ma grand-mère que pour signer des chèques, m'a accusé d'avoir tué l'esprit de Noël. Il a bloqué mon numéro et m'a retiré de tous les groupes de famille. Le soir de Thanksgiving, j'ai mangé seul dans un appartement loué à Santa Monica. La solitude pesait, mais elle avait aussi quelque chose de pur. Presque un effet de guérison. Il y avait aussi des culpabilités secondaires. J'ai découvert que certains de mes collègues à Nairobi admiraient Derek, parce qu'elle se vantait de financer ma mission humanitaire. J'ai dû leur dire la vérité. Et ça m'a fait mal de la voir devenir l'ennemi d'une cause qu'elle prétendait soutenir. Parfois, je marchais dans les rues, et j'avais l'impression que la rancune me suivait, comme un chien errant affamé. Alors je me rappelais les leçons de Rosa. L'amertume est un luxe que seuls les gens inactifs peuvent se permettre. Je respirais profondément. Et je continuais. Transformer la maison a été un travail, à la fois spirituel et architectural. J'ai gardé la façade blanche en tuiles. Mais j'ai ouvert les grandes fenêtres, pour que n'importe quel patient puisse voir l'océan au lever du jour. L'aile nord est devenue des chambres lumineuses, avec des couvertures faites à la main, par des bénévoles venus de tout le pays. L'aile sud abrite maintenant un laboratoire de musicothérapie, où un vieux piano sauvé de l'abandon est accordé chaque semaine. Dans le jardin, on a planté de la lavande, du romarin et des chèvrefeuilles. Leur parfum accompagne les séances de méditation guidée. Le jour où on a posé la dernière pierre du chemin thérapeutique, j'ai pleuré. Mais ce n'étaient pas les larmes du procès. C'étaient des larmes de reconnaissance. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai eu l'impression que la maison respirait de nouveau. Quand les premiers soignants fatigués sont arrivés, j'ai écouté leurs histoires. Des gardes sans fin. Des pertes que personne ne peut comprendre. Sauf ceux qui ont vécu la même chose. Et j'ai compris que ma blessure familiale était devenue un point d'ancrage pour quelque chose de plus grand. Un été plus tard, le centre était rempli. Entre rires timides et confidences sincères, une vraie communauté s'est créée. Une communauté de soignants, qui trouvaient enfin, eux aussi, quelqu'un pour prendre soin d'eux. Juste avant mon départ forcé, le camp de réfugiés à la frontière entre le Kenya et la Somalie était en pleine activité. On se réveillait avec les chants lointains des coqs et l'odeur de bouillie de sorgho servie dans des bols en fer. Là-bas, la vie et la mort marchaient côte à côte. Une petite fille pouvait rire, en jouant avec un gant de médecin gonflé comme un ballon. Et 1 minute plus tard, sa mère s'effondrait par déshydratation. Dans cet endroit, j'ai compris que la résilience, ce n'est pas un joli mot. C'est un battement de cœur qui ne lâche jamais. J'étais triste de devoir partir, avant la fin du programme de vaccination contre le choléra. Mais le directeur du projet m'a regardé droit dans les yeux. Elena,
Tu vas revenir en morceaux si tu ne règles pas ça. La justice personnelle, c'est aussi de la santé publique. Ces mots sont restés en moi pendant tout le vol Nairobi-Dubaï. Dans cet avion, les lumières de la cabine clignotaient, comme pour me rappeler que la modernité vit toujours avec la fragilité humaine. À Dubaï, j'ai marché des heures, dans les longs couloirs brillants de l'aéroport, en attendant mon prochain vol. Je me répétais encore et encore. La colère est un carburant très puissant. Mais si tu ne contrôles pas l'étincelle, tu exploses. Les auditions avant le procès ressemblaient à un labyrinthe de petites pièces, avec des murs beige clairs et des lampes halogènes. Chaque témoin apportait un morceau du puzzle. Le comptable de l'agence immobilière a expliqué comment Derek avait utilisé un faux permis de conduire. Une experte en écriture a montré, sur une ligne du temps, comment ces falsifications avaient évolué, depuis des lettres d'anniversaire jusqu'à des contrats officiels. L'agent immobilier a raconté à quel point Derek voulait conclure la vente rapidement. Il disait « Ma sœur peut revenir à tout moment ». Il semblait plus stressé par le calendrier que par le prix. Un des moments les plus durs a été quand ils ont montré des captures d'écran d'une conversation privée. Dans ce chat, Derek se moquait de mon travail humanitaire. Il écrivait « Pendant qu'elle joue à la Sainte Teresa en Afrique, moi, je vais louer une Ferrari. » Avec des émojis de champagne. J'ai senti une blessure ouverte, en plein cœur. Encore aujourd'hui, cette phrase est comme une écharde sous l'ongle. L'avocat de Derek a essayé de faire annuler ses preuves, disant qu'elles avaient été obtenues illégalement. Mais la juge a refusé. Les messages avaient été donnés volontairement, par une amie proche de Derek, qui en avait assez de se sentir complice. Après la condamnation, les médias se sont déchaînés sur chaque détail. Un podcast très connu sur les crimes réels a consacré 4 épisodes à l'arnaqueuse de Malibu. Ils ont tout analysé. Son signe du zodiaque, la marque de son rouge à lèvres, ses gestes pendant les audiences. Je recevais des messages de passionnés de criminologie. Certains étaient pleins d'empathie. D'autres voulaient des interviews exclusives. Je les ai tous refusés. Pour moi, cette histoire n'était pas du divertissement. Pendant ce temps, les procès civils avançaient. Les Washington ont pu récupérer presque 90% de leur argent, grâce à une assurance contre la fraude, qu'ils avaient failli oublier. Madame Lopez et les autres victimes ont lancé des plaintes collectives. Les avocats de Derek, débordés par les frais, et jamais payés, ont demandé à quitter l'affaire. Elle s'est retrouvée avec un avocat commis d'office. Au bout de 3 mois, j'ai reçu une lettre écrite à la main par Derek. Elle ne demandait pas pardon. Elle me demandait un prêt pour engager un nouvel avocat et s'occuper de notre mère. Je n'ai pas répondu. J'ai déchiré la lettre en tout petits morceaux et je les ai jetés dans l'océan Pacifique. Les vagues ont fait ce que moi je ne pouvais pas faire. Elles ont dissous chaque mot manipulateur. Travailler sur l'ouverture du centre Rose Morgan a été ma manière de soigner cette blessure. J'ai engagé d'anciens patients ayant vécu des traumatismes pour animer des ateliers. Un ancien soldat enseigne des techniques de respiration tactique. Une sage-femme, qui a tout perdu dans un tremblement de terre, guide aujourd'hui des séances d'écriture thérapeutique. Le premier mur du couloir a été peint par un jeune réfugié venu du Soudan du Sud. Il a dessiné des mains entrelacées, tenant un cœur fait de corail. Chaque fois que je le regarde, je me souviens que les histoires de douleur peuvent se transformer en messages d'espoir si on leur donne l'espace pour exister. Le jour de la première graduation, c'est le moment où un médecin ou un soignant dit qu'il est prêt à retourner travailler. Est tombé le jour de l'anniversaire de Rosa. On a allumé des bougies en cire d'abeille. On a partagé du pain avec de l'huile d'olive. Et on a lu des extraits de ces vieilles lettres, pendant que la nuit tombait sur la mer. Ce soir-là, j'ai compris que la maison n'était plus un lieu de douleur. Elle était devenue un symbole de renaissance. J'ai dormi dans l'ancienne chambre que je partageais avec Derek quand on était petite. Les murs étaient encore peints d'un bleu vert pâle, adoucis par 20 ans de brise marine. Chaque nuit, pendant que les mouettes criaient dehors, je m'allongeais et je laissais mes souvenirs défiler, comme un film dans ma tête. Je revoyais la première fois où Derek et moi avions allumé des feux d'artifice sur la plage. La grotte secrète où on avait enterré des coquillages, en jurant de ne jamais en parler à personne. Les après-midi de juillet.
où on faisait la course pour savoir qui surfait le plus de vagues sans tomber. Ce souvenir, ça fait mal. Mais oublier, ça détruit doucement. Je me suis demandé si un jour, je pourrais repenser à Derek sans ressentir cette douleur. J'ai lu des livres sur les traumatismes familiaux. Il disait que la trahison dans une famille fait 2 blessures à la fois. Elle coupe la peau et le chemin. La maison sentait toujours le sel et le bois ancien. Moi, je sentais l'odeur de l'antiseptique d'hôpital, la poussière des routes africaines et l'encre des documents juridiques. Parmi toutes ces odeurs, j'ai trouvé un endroit pour réinventer ce que signifie appartenir. Je me suis inscrite à un cours de justice réparatrice. Là-bas, j'ai appris qu'il existe des crimes avec des victimes visibles, et d'autres qui brisent ce qu'il y a de plus intime. La formatrice, une juge à la retraite de Buenos Aires, a parlé d'un droit non écrit, le droit à la paix intérieure. Cette idée m'a touché comme une étincelle. Peut-être que je ne pourrai jamais avoir une relation saine avec Derek, mais je pouvais faire en sorte que son ombre n'assombrisse pas le reste de ma vie. Alors, quand les parents de mes patients me demandaient « Comment fais-tu pour supporter autant de tristesse ?» Je leur parlais de la résilience. Pas comme un mot vide, mais comme un muscle à entraîner. Je leur disais « Ce n'est pas la perte qui te définit. C'est ce que tu fais avec le vide qu'elle laisse. » Et j'ai découvert que ces mots n'étaient pas seulement pour eux, mais aussi pour moi. Les nouvelles de Derek en prison me sont arrivées au compte-gouttes. J'ai d'abord appris qu'elle avait demandé à participer à un programme d'entrepreneuriat en prison, en disant qu'elle avait l'âme d'un leader. Puis, elle a été punie pour avoir vendu des baumes à lèvres faits maison sans autorisation. Elle mélangeait du beurre de cacao avec du colorant alimentaire pour fabriquer ses produits, qu'elle échangeait contre des faveurs. L'ironie était presque poétique. Même enfermée, elle ne pouvait pas s'empêcher de transformer chaque occasion en affaire. On m'a envoyé des transcriptions de ses séances avec la psychologue de la prison. Dans ses entretiens, Derek alternait entre se présenter comme une victime et comme une héroïne incomprise. « Ma sœur est une sainte aux yeux du monde », disait-elle. « Mais moi, je suis celle qui a tout risqué. Celle qui rêve en grand. » La psychologue notait dans son rapport. Très narcissique persistant. Minimise la culpabilité. Rejette la responsabilité. Lire ces rapports me perturbait. Parfois, je voulais fermer les yeux et faire comme si ça n'existait pas. Parfois, j'éprouvais de la pitié pour elle. Un jour, j'ai reçu une carte postale avec la photo d'un coucher de soleil sur un champ de blé. Au dos, elle avait écrit, avec une écriture parfaite: « Peut-être qu'on peut arranger les choses. Pense à maman. » Il n'y avait pas de tampon postal. Je savais qu'elle l'avait envoyé en cachette. Je l'ai rangé dans un tiroir, avec de vieux bracelets d'amitié. Pas par nostalgie, mais pour me rappeler que la dénégation est comme un costume trop confortable, qui finit par te rendre invisible devant le miroir. Le fonctionnement quotidien du Centre Rose Morgan est devenu une chorale de petits miracles. Chaque matin, on commençait par une marche silencieuse, au bord de la mer. Marcher pieds nus sur le sable était comme un bouton de redémarrage mental. Puis il y avait des sessions tournantes. Art-thérapie sur la terrasse, yoga réparateur dans le salon, consultation médicale pour soigner l'insomnie et le stress post-traumatique. Je me rappelais parfois, « Elena, tu es médecin avant d'être hôtesse. » Je prenais les signes vitaux. Je réglais les traitements, mais aussi les oreillers, que je parfumais avec des sachets de lavande. J'ai été surprise de voir qu'enfiler une aiguille dans du tissu me calmait plus que des médicaments légers. La cuisine était le cœur du centre. Un chef bénévole venu d'Oaxaca enseignait à faire du mole avec des ingrédients locaux. La vapeur parfumée remplissait la salle à manger, et les patients pouvaient enfin rire la bouche pleine. Entre 2 cuillerées, les confessions sortaient. Une anesthésiste racontait qu'elle avait perdu un enfant, et qu'elle n'arrivait plus à dormir sans cauchemar. Un ambulancier avouait qu'il se sentait coupable de ne pas avoir trouvé de battement de cœur sous un tas de gravats après un séisme. Les nuits finissaient autour d'un feu de camp contrôlé. On écrivait sur des bouts de papier tout ce qu'on voulait laisser partir. La culpabilité, la peur, la colère. Puis on jetait ces papiers dans le feu. Il n'y avait pas de magie dans les cendres. Mais il y avait un avant et un après. J'ai vu des dos courbés se redresser.
Comme si quelqu'un avait défait un nœud invisible. À la base de leur cou. 2 ans après l'ouverture du centre, j'ai reçu un appel inattendu du directeur de Médecins sans frontières. Nous avons un nouveau projet dans la région du Sahel. Nous avons besoin de quelqu'un avec ton expérience. Et ta force intérieure. J'ai ressenti un frisson ancien. Comme si l'océan m'appelait à nouveau. Avec sa voix salée. J'ai regardé la maison, l'équipe, les patients. Tout fonctionnait sans moi. C'était le bon moment pour faire confiance. On a organisé une assemblée. J'ai proposé que l'infirmière-chef, celle qui avait surmonté un effondrement émotionnel, prenne la direction par intérim. Tout le monde applaudit. Dans ces applaudissements, j'ai compris que l'héritage n'est pas un objet qu'on met sous clé. C'est une graine qu'on fait pousser et qu'on donne aux autres pour la multiplier. Je suis reparti. Mais cette fois, avec la certitude qu'aucune trahison ne me définirait plus. Dans un aéroport plein de bruit, j'ai vu aux infos que Derek allait bientôt sortir sous liberté conditionnelle. Pendant un instant, l'ancienne peur a tenté de revenir. Je me suis rappelé le chemin de Galépin, les feux de camp qui guérissent, les voix épuisées qui retrouvaient le calme dans la brise. J'ai respiré profondément. Je suis monté dans l'avion. Et j'ai souri. Parce qu'au final, ni des millions de dollars, ni un procès médiatisé, ni même le grondement de l'océan, n'ont pu effacer la vérité que Rosa m'avait apprise. Le seul bien vraiment à toi, c'est ce que tu offres sans rien attendre. Le voyage vers le Sahel a été une odyssée de sable infini. Nous avons atterri à Ouagadougou, dans un air brûlant qui sentait le métal chaud. De là, une caravane de jeep nous a conduits 12 heures. Sur des routes qui devenaient poussière orange au coucher du soleil. L'horizon semblait en feu. Une ligne rouge séparant le ciel et la terre. Comme si le monde avait été cousu avec du fil brûlant. Mon équipe comptait des professionnels de 9 pays. Le chirurgien congolais parlait avec une lenteur précise. La pédiatre allemande gardait un ours en peluche dans son sac. Pour décrocher un sourire aux enfants. On mélangeait nos accents en anglais, créant une langue de solidarité. Les premières semaines, nous avons monté un hôpital de campagne sous de grandes tentes blanches. On entendait les bips des moniteurs cardiaques, mêlés aux chants traditionnels. Une sorte d'anesthésie culturelle. Nous avons tout vu. Des blessures de guerre, des accouchements difficiles, des cas graves de paludisme. Ce qui m'a le plus marqué, c'est la force des mères, qui marchaient des kilomètres avec leurs bébés fiévreux dans les bras, laissant dans le sable des traces, comme des promesses de vie. Une nuit de garde. Je tenais une lampe torche au-dessus de la table d'opération. Et j'ai repensé à la terrasse de Malibu. J'ai senti un pont invisible entre ces deux mondes. L'un volé par le luxe. L'autre plein de manque extrême. Unis par le même besoin humain. Un endroit sûr pour aimer. Et être aimé. À l'heure la plus chaude de la journée. Quand même les mouches semblaient se rendre. Je m'asseyais pour écrire des lettres. À l'équipe du Centre Rose Morgan. Je leur décrivais le ciel africain. Si immense qu'il nourrit l'espoir. Et je leur demandais de rappeler aux nouveaux résidents que la santé mentale n'est pas un luxe occidental, mais une base nécessaire pour que la résilience puisse pousser. Un jour, un autre volontaire est arrivé. Avec une clé USB. C'était une vidéo. Les patients, désormais devenus bénévoles, me faisaient coucou depuis la terrasse. J'y ai vu Patricia Washington verser de la limonade. Robert accorder le vieux piano de musicothérapie. Et le chef d'Oaxaca montrer comment préparer des tortillas de maïs bleu. J'ai alors compris que la maison ne m'appartenait plus depuis longtemps. Elle appartenait à tous ceux qui y trouvaient un nid pour recommencer. 3 ans après le verdict, Derek a obtenu la liberté conditionnelle. L'agent chargé du dossier m'a appelé, comme le veut le protocole pour les victimes. Souhaitez-vous demander une ordonnance restrictive ? A-t-il demandé. L'idée même de dresser un mur légal entre nous me fatiguait. J'ai préféré la liberté, mais avec des limites claires. Prévenez-moi seulement si elle essaie de me contacter. Des mois ont passé sans aucune nouvelle. Puis, un soir d'août, j'ai reçu un email d'une adresse inconnue. Objet, café. Dans le message, il y avait seulement « Je serai à Santa Monica mardi prochain. Je veux parler ». J'ai regardé le curseur clignoter. Et j'ai répondu d'une seule ligne. Seulement si c'est au Centre Rose Morgan, à 10 heures.
Je voulais qu'elle affronte un lieu d'aide construit sur les ruines de son mensonge. La preuve matérielle de son échec. Et de ma victoire. Elle est arrivée pile à l'heure. Habillée d'une simplicité clairement calculée. Elle a franchi le seuil en regardant les fresques, les plantes et les visages détendus des patients. Nous nous sommes assises sur le porche, chacune avec une tasse de tisane d'hibiscus. Je l'ai vue observer l'endroit, avec un mélange d'admiration blessée et de nostalgie. C'était notre héritage familial, a-t-elle chuchoté. On aurait pu vendre l'idée à une chaîne de bien-être et devenir vraiment riche. J'ai souri, mais cette fois avec une paix authentique. La richesse est dans ce que ça fait, pas dans son prix. Ai-je dit, en me rappelant les mots de Rosa. Derek est resté silencieuse une seconde. J'ai cru voir un peu de regret. Mais il a disparu quand elle a demandé. Alors, tu ne vas pas me prêter d'argent? J'ai ri doucement, sans colère. Non. Mais je peux t'offrir une séance avec notre équipe de réinsertion professionnelle. Si tu veux vraiment changer. Elle s'est levée, a remis la chaise à sa place, et est partie sans dire au revoir. Je l'ai vue descendre le sentier bordé de galets, celui où les résidents déposent des pierres peintes, avec des mots d'encouragement. Je ne sais pas si elle en a lu une. Moi, oui. Il y avait une pierre bleu ciel qui disait « L'amour de soi, c'est aussi de l'amour ». J'ai respiré profondément. Et pour la première fois depuis le début, j'ai senti que le cercle se fermait. Sans nœud. Au fil des années, j'ai découvert que l'histoire de Derek et de la maison était devenue une sorte de mythe moderne, raconté dans des conférences sur l'éthique médicale. On m'invitait à l'université pour expliquer comment transformer une vulnérabilité en mission de vie. Avant, ces mots me paraissaient creux. Maintenant, je savais qu'ils portaient le poids de nuits sans sommeil et de choix impossibles. Lors d'une conférence, un étudiant m'a demandé « Avez-vous pardonné à votre sœur ?» J'ai respiré profondément. La réponse ne tenait pas en 2 syllabes. Le pardon n'est pas toujours un câlin, ai-je expliqué. Parfois, c'est simplement cesser de saigner quand on entend son nom. La salle est restée silencieuse. J'ai compris que mon voyage ne suivait plus la boussole de Derek, mais la mienne. Avant de repartir pour l'Afrique, j'ai passé un week-end à Malibu. J'ai marché du ponton jusqu'à la maison, comme quand j'étais enfant, avec les pieds mouillés et le sel qui séchait sur ma peau. Le centre était fermé pour maintenance. Je suis entré seul. J'ai allumé une bougie dans le salon et j'ai parlé à voix haute à ma grand-mère. Je l'ai fait, Rosa. Pas exactement comme je l'avais rêvé. Mais je l'ai fait. La flamme de la bougie a dansé doucement, poussée par la brise qui entrait par les fenêtres. J'ai voulu croire que c'était sa façon de me répondre. Je suis sorti sur le balcon, et j'ai regardé l'horizon avaler le soleil. J'ai repensé à chaque étape. Le message WhatsApp, le vol précipité, le procès, le centre, le Sahel. Tout s'entremêlait dans ce crépuscule. J'ai compris que la vie n'est pas une ligne droite comme une rivière, mais un réseau de marées. Certaines te tirent vers le fond, d'autres te ramènent à toi-même. L'important est d'apprendre à nager, sans perdre la côte de vue. Le lendemain matin, la marée avait laissé sur le sable des coquillages qui formaient mon prénom. J'ai souri à cette coïncidence, et je me suis accordé un vœu d'enfant. Que le prochain message de ma sœur ne parle pas d'argent, mais de paix. Je ne sais pas si ce message arrivera, mais je sais une chose. Je ne mesure plus mon bonheur à son absence. Je suis monté dans la voiture. J'ai regardé une dernière fois la maison dans le rétroviseur. Et j'ai démarré. Entre le sable et l'asphalte. Je laissais derrière moi l'histoire d'une fraude, devenue un refuge, d'une trahison, qui avait germé en espoir, d'une docteure, qui avait appris que guérir, c'est aussi porter ses propres cicatrices avec douceur. 10 ans plus tard, le Centre Rose Morgan a fêté une décennie d'existence. Les couloirs étaient remplis d'anciens patients, qu'on appelle affectueusement les anciens élèves, venus partager leur réussite. Un chirurgien, qui avait surmonté une dépression sévère, a montré des photos de sa nouvelle clinique au Pérou. Une infirmière des soins intensifs a présenté le roman qu'elle avait écrit, inspiré des nuits autour du feu de camp. On a planté un jacaranda pour chaque année passée. Chaque printemps,
L'avenue près de la mer se teintait de violet. Au milieu des discours et des rires. J'ai pensé à Derek. Elle n'était pas là. Mais son absence me rappelait silencieusement l'importance d'avoir des limites saines. Malgré tout, j'ai décidé de créer une bourse spéciale pour les patients sortant de prison. Je l'ai appelée Fonds Seconde Marée. Peut-être qu'elle ne la demandera jamais. Mais la porte restait ouverte. Une invitation à un futur où la rédemption est possible, sans effacer la mémoire. Quand le dernier invité est parti, je suis resté seul face à la mer. Et j'ai écrit dans mon carnet. La vraie richesse, c'est de continuer à prendre soin. J'ai refermé le carnet. Et j'ai écouté les vagues. Applaudir sans fin. À minuit, avant d'éteindre les lumières. Je suis allé jusqu'au vieux quai en bois. Les planches craquaient sous mes pas. Mais ce soir-là, ce son ressemblait à un murmure de gratitude. J'ai sorti ma lampe de poche. Et je l'ai dirigée vers l'eau. Juste en dessous, de petits poissons nageaient en cercle sous la lumière. Comme une danse silencieuse. C'était un rappel. La vie continue. Même quand tout semble noir. À cet instant, j'ai compris que les histoires ne se terminent pas par un point final, mais par des points de suspension. Et que chaque acte de générosité, chaque soin donné, vient compléter ces points. La maison, le centre, la mer, la communauté, tout battait au même rythme. Je me suis retourné. Et je suis rentré, le cœur léger, en sachant que les fantômes du passé étaient devenus les gardiens silencieux de l'avenir. Avant de dormir, j'ai ouvert le premier carnet de garde que j'avais utilisé au Kenya. Les pages jaunies craquaient doucement. Je suis tombé sur un dessin, fait par un petit garçon soigné pendant une crise de choléra. Il avait dessiné une maison, un soleil brillant, et des vagues bleues tout autour. Sous le dessin, il avait écrit, d'une écriture tremblante, Anant Daktari. Ce qui veut dire, merci, docteur. J'ai touché le papier, comme si je posais la main sur le bord d'un cœur. Et j'ai compris que ce dessin avait été la graine invisible de tout ce qui est venu ensuite. Sans lui, je n'aurais peut-être jamais eu le courage d'affronter Derek, ni de transformer la maison. Je l'ai mis dans un cadre simple, et je l'ai accroché près de l'entrée principale, pour que chacun sache que les plus grandes richesses commencent souvent par un geste très petit, presque invisible. J'ai éteint les lumières, et tandis que le vent faisait bouger les rideaux, un murmure a parcouru la maison. Bienvenue chez toi, Elena. Mission accomplie.